Et donc, il y a TPK ce soir? Non. Moi, j'ai confiance en votre compo fumé. C'est pas si faux, on a quand même une compo assez fumée. Sauf contre des lianes vicieuses qui nous étranglent. Bah, il y a des saloperies dans cette campagne quand même. Voilà. Il y a une saloperie dans cette campagne. Non, il y en a plus qu'une. Il y en a plus qu'une. On a rencontré plusieurs quand même, mais ouais, non, celle-ci, c'est vraiment une sacrée saloperie. En fait, je pensais que c'était la faune qui allait nous bouffer, mais c'est la flore qui est le plus dangereux. Et je trouve aussi, je suis un peu déçu par les dinosaures, tu vois. Ah, les dinosaures, ils sont assez esquivables en fait dans cette campagne. Ouais, et puis même, tu vois, la dernière fois vous avez rencontré des vélociraptors et ils ont fait 2 rounds, quoi. Et maintenant vous avez votre niveau 5. Et maintenant, c'est... Oui, je t'en prie, Alexis. Je lance une boule de feu, et voilà. Bah oui, ça va être ça en fait, les prochaines fois que vous rencontrez des vélociraptors. Ça va être une boule de feu. Donc je les vois pas être une grosse menace. Bah, c'est vrai qu'on a des builds qui sont même plutôt optimisés. Ouais, et vous avez maintenant une équipe super complémentaire en fait, maintenant qu'il y a un barbare à la place du moine, désolé. Et on savait dès le début que ça allait poser problème, ça. Ouais, en plus c'est même pas pour ça que ton personnage est mort, mais... Mais ouais, du coup maintenant vous avez une équipe tellement optimisée que... J'ai pris le parti de augmenter un petit peu la... Bah, je vous en ai parlé, augmenter un peu les rencontres. Celles qui sont importantes en tout cas. Donc Si celle vous de ce soir et upscale. Oui. Mais tu joues de l'adversité intelligemment et ça change énormément de choses aussi. Il y a... on sent les combats où les... Enfin, les combats contre les morts vivants décérébrés. Oui. On sent bien que c'est quand même autre chose que ceux où ils disent ah bah... Enfin, le mini-boss qui arrive en disant ah occupez-vous de lui, puis de lui, puis de lui, etc. Enfin, ça a vraiment changé l'approche, quoi. C'est parce que je me base sur comment faire des IA de jeux vidéo en fait en vrai. Pardon, je bois. Mais t'as le droit, c'est l'heure de l'apéro, tu peux boire, pas de problème. Non, ouais, du coup, je me base un peu sur comment faire des IA de jeux vidéo. Ouais, on dit c'est le truc numéro 1 le plus important, c'est que ce soit prévisible en fait. Et pas genre, tu sais ce qui va se passer, genre c'est prévisible par rapport à l'ennemi que t'as en face, tu vois. Donc si t'as un ennemi, enfin, si tu vois un zombie décérébré, tu sais qu'il va avancer en ligne droite en fait. Si je le joue autrement, tu vas dire ah. Et au contraire, si tu vois un ennemi intelligent, t'as envie qu'il soit intelligent en fait. Ouais, ça fait partie de bien télégrapher les choses, ce que tu fais globalement c'est très bien dans cette campagne d'ailleurs en plus. Oui, et ça c'est l'autre truc, c'est donner l'information aux joueurs en fait, pour qu'ils puissent réagir. Puisque j'essaye de faire que les ennemis ils disent vers qui ils se tournent quand ils vont lancer un sort, vous savez au tour d'avant, etc. quoi. Et ça vous permet d'avoir un counterplay en fait, sinon en fait vous faites que subir l'adversité. Et comme ça vous avez un moyen de réagir en fait. Vous voyez qu'un ennemi va vous viser, du coup vous pouvez vous mettre à couvert ou voilà, il n'y a pas trop d'ennemis qui ont des attaques à distance. Parce que généralement, justement, c'est un mauvais moment pour les joueurs. Qu'il soit facile ou pas, tu passes un mauvais moment quand tu fais crier le flèche. Il y a ça, ouais, puisque du coup, j'avais fait. Enfin, à un moment, j'avais subi dans une partie, pas subi. J'avais fait une partie où j'étais en tant que joueur et où le MJ télégraphait pas du tout les capacités des monstres qui leur donnaient des avantages numériques. Donc, par exemple, au moment où il y a un ennemi qui m'attaque et il fait ah cet ennemi-là a l'avantage pour t'attaquer. J'étais genre pourtant je suis pas en tenaille et tout. Il fait oui mais il a l'avantage cette situation. Et sans dire pourquoi en fait, sans faire aucune description de voilà.
c'est parce qu'il a son épée brille, elle est peut-être magique ou un truc comme ça. C'est juste, il dit, il a l'avantage pour t'attaquer, et du coup, en fait, tu sais pas comment enlever l'avantage, en fait. Tu sais pas quels paramètres dans le combat changent cette situation. Donc, du coup, en tant que joueur, tu peux pas réagir, en fait. Oui, si t'as aucun moyen de savoir, en fait, si tu subis le truc, c'est mort, quoi. T'as limite l'impression que c'est injuste. Bah oui, c'est ça. Bah, tu sais qu'il y a quelque chose derrière, et puis après, on a discuté, et puis il expliqué, ah bah oui, mais c'est parce qu'il a telle capacité. Sauf qu'en fait, quand t'es dans la partie, tu le sais pas, donc du coup, t'es juste en train d'essayer de deviner, mais avec rien, en fait, aucune indication. Alors, si j'essaye ça, ça fait ça. Si j'essaye ça, ça fait ça. Ça change la discussion, quoi, d'une certaine manière d'avoir ce truc de fair play qui existe, je pense. Discussion. Pas la discussion entre les... Pas la discussion, la manière dont chacun se comporte un peu à table, peut-être. Oui, peut-être, oui. Savoir que cette confiance... tu peux avoir confiance en ton MJ pour ne pas te cacher des trucs jusqu'au dernier moment où on t'annonce que... Voilà, en fait, c'est ça. En fait, moi je pense que ce qui est important, c'est de savoir que quelque chose est là, même si tu sais pas exactement ce que c'est, tu vois. Genre, tu dis l'ennemi commence à incanter un sort. Je regardais un peu des trucs pour plus tard dans la campagne, il y aura peut-être des choses comme ça où je me dis, ça, si c'est un truc qui sort, il faut que je l'annonce au tour d'avant, en fait, pour que les joueurs aient le temps de réagir. Parce que, enfin, dans Donjons Dragon notamment, quand les trucs font une action, ça veut dire que c'est au tour de l'ennemi, il va faire ça. Et quelquefois, ça peut être un truc qui retourne la partie, donc il vaut mieux peut-être que les joueurs soient au courant un tour avant que ça va arriver, sans savoir exactement ce que c'est. Ils disent, vous voyez l'ennemi qui tire, enfin, encore une fois, c'est le jeu vidéo. Vous voyez l'ennemi qui charge une attaque puissante. Je sais pas ce que c'est, mais tu sais que quelque chose arrive, donc t'as le temps de prendre des mesures défensives si t'en as à ta disposition. Et ça fait partie des habitudes de jeu qui sont très locales en plus à notre table, j'ai l'impression. Ça, je veux dire, dans une autre partie, quand tu joues avec d'autres rôlistes, tu sais pas comment ça va être fait, tu sais pas, etc. Tout à fait. Et ce truc de télégrapher, c'est vrai je crois qu'on en a pas parlé, on l'a pas conscientisé, mais on le fait quand même un peu naturellement. Ouais, bah moi encore une fois, c'est un truc que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à m'intéresser du coup un peu aux IA de jeux vidéo, comment ça marche, et puis en appliquant ça, enfin pas tout évidemment, mais en appliquant certains des principes à la table de jeu de rôle, en fait ça marche très très bien, je trouve. Bah, en fait, tout ça, ça participe à une ambiance générale où tu sens que tout est faire. S'il n'y a pas de... Il y a rien qui est caché si tu assumes pleinement ce que tu fais. Et moi, je trouve que sur les parties qu'on fait ensemble, j'ai toujours ce sentiment de c'est faire. Si je fais quelque chose, ça ira jusqu'au bout, je l'assume, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas là pour embêter. Ouais, c'est un peu, ouais, moi en tant que MJ, c'est un peu ce que j'essaye de faire, donner un maximum d'informations et puis essayer toujours de jamais faire de gotcha ou je sais pas comment dire en français. Ah, je t'ai eu, voilà, qui sont jamais vraiment agréables, je trouve, quand tu t'en prends un dans la tête. Et puis qui aussi enverrait le signe comme quoi le maître du jeu joue un peu contre les joueurs. Je sais pas si c'est Oui. c'est quelque chose qu'on fait pas du tout ou qu'on essaye de pas faire. Ouais, mais même sans jouer contre les joueurs, quelquefois en tant que MJ, t'as envie que certaines choses se passent, tu vois, t'as envie, ce piège-là a l'air cool, j'ai envie que les joueurs tombent dessus, en fait. Mais il faut accepter que si jamais le joueur pose la bonne question, utilise la bonne capacité, en fait, le piège est désamorcé. C'est pas parce Alors que que- les joueurs évitent un piège que t'as pas le sentiment, justement, on a twisté le truc, on l'a vu venir. Mais esquiver un piège, c'est une réussite aussi. C'est pas parce que tu tombes pas dedans que c'est pas bien. C'est bien de tomber dans les pièges, c'est bien d'en esquiver aussi certains et tout ça. Ça fait partie de la confiance en fait. J'ai l'impression que quand tu joues longtemps avec des gens, bah t'as confiance dans ces gens. Tu sais un peu comment les gens jouent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et du coup, ça te met dans un mood où il y a pas de souci. Typiquement, quand tu perds un personnage, c'est pas bah, tu l'as perdu parce que
il devait mourir là. Et non, on est allé jusqu'au bout de la fiction et on a joué ça. Et ça participe à se sentir bien quoi qu'il arrive. Est-ce que toi, Alexis, pour le coup, quand il y a des pièges qui sont évidents, il y a certains, tu marches dedans, il n'y a pas de problème, quoi. Ça dépend. Alors, c'est difficile à dire parce qu'il y a du in-game et il y a du méta où, d'un point de vue méta, tu te dis, ouais, c'est peut-être un peu obvious qu'on se jette dans la gueule du loup. Mais est-ce que ça participe à raconter une belle histoire, une bonne histoire, à faire avancer le truc et à jouer une scène qui est intéressante? Je suis prêt en tant que joueur à ce que mon personnage joue un peu peut-être au débile ou ne voit pas quelque chose en se disant ça va servir quoi. Et c'est toi en tant que joueur qui dit, bah tiens, je vais mettre mon personnage en difficulté ou Ouais, ça peut être intéressant parce que l'échec, l'adversité, c'est aussi une façon de jouer, de s'exprimer et de faire jouer les autres. Si tu roules sur tout le monde à chaque fois, t'as pas d'adversité, donc se mettre dans des situations qui sont difficiles, délicates, c'est aussi des bonnes occasions de faire un RP qui est intéressant, de proposer un challenge et tout ça. Alors, il faut pas le jouer non plus ultra bas du front où tu joues un barbare, donc t'es 10 mètres devant tout le monde et t'avances et tu fonces tête baissée. Mais y a, dans le roleplay, ça peut être intéressant de pas toujours choisir la solution de facilité. Ouais, je vois bien. C'est des choses aussi que je t'ai déjà vu faire, Quentin, toi, sur les moultes tables qu'on a joué ensemble. Toi, t'as pas de problème aussi à faire le petit move de Play Toulouse qui permet de relancer la fiction dans une certaine direction. Oui. Oui, okay. Oui, bah, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je vois aussi quelquefois aussi que, pour moi, ce serait logique que mon personnage fasse ça, même si c'est pas optimisé. Et quand je me trouve face à un truc de, ce serait logique que mon personnage fasse ça. La première chose que je regarde, c'est est-ce que ça fait chier tout le monde. et sinon, je le fais quoi. Parce qu'il y a le piège du bah oui, c'est ce que mon personnage ferait. On a déjà vu à mes tables. Bah non, moi, la façon dont j'ai écrit mon personnage, ça veut dire que là, je suis obligé de faire ça. Et parce que tout ça, on le fait à notre table habituelle du mercredi. Est-ce que sur d'autres tables, d'autres environnements, d'autres rôlistes, ces petits trucs, c'est quelque chose que vous faites aussi, ou est-ce que vous auriez des remords à le faire, ou peut-être vous prendriez plus de pincettes? Moi non. Je sais que je le fais sur d'autres trucs. Moi, ça dépend un peu les joueurs avec qui je joue. Si c'est des gens avec qui j'ai pas l'habitude de jouer, qui viennent faire peut-être une découverte ou qui n'ont pas l'habitude de ça, je vais peut-être me freiner un peu en disant je vais jouer en play to win pour arriver au bout du scénar ou des choses comme ça. Si c'est des vieux grigous qui ont un peu d'appétence pour un roleplay un peu plus touffu, j'ai aucun souci à me dire là je joue une persona et la méta on s'en fout. C'est vrai, je pense que t'as raison, je fais pareil aussi, c'est selon les gens. Et parce qu'en fait, par défaut, il y a beaucoup de gens, s'ils connaissent un peu le jeu vidéo, ou des jeux de manière générale, ils vont vouloir faire du play to win en fait. C'est un peu le mode par défaut que tu vas avoir si tu connais pas le jeu de rôle. Et ça dépend aussi le système. Là, moi, j'ai le cas où je me suis remis à faire du JDR écrit, donc sur une autre temporalité, sur une autre façon de jouer. Et typiquement, on joue sur du Iron Sword, donc du PBTA. Et en fait, le système veut que tu enrichisses aussi par l'échec, par tout ça, et t'enrichis la fiction. Donc il y a des
il y a des systèmes qui t'encouragent à faire ça. Typiquement, si je prends un Cthulhu qui est ultra létal, je vais peut-être avoir moins tendance à me dans l'invocation en étant solo, quoi. C'est vrai. C'est vrai aussi. Et pour des parties qu'on a jouées ensemble, parties notamment, en full improvisation, full narratif, comme Lady Blackbird, je pose même pas la question, c'est fait pour. Donc quoi qu'il arrive, ça va toujours enrichir le débat, l'histoire. Donc ça pousse à oublier cette logique de play to win. C'est vrai. C'est vrai, Lady Blackbird, je me suis à un moment, je me suis plus ou moins retrouvé dans le rôle du méchant, de par la façon dont les choses se sont déroulées. Et du coup, j'étais pas du tout en play to win, quoi, du coup, parce que je savais que, je me posais en antagoniste plus ou moins par rapport aux autres joueurs, ne sachant pas comment ça allait se passer la suite. L'avantage de jouer souvent avec les mêmes personnes et des gens qui partagent un peu ça, c'est que peu importe la destination, c'est le voyage qui est important. Si t'arrives pas là où tu pensais aller, c'est pas grave, tu auras pris du plaisir sur le trajet et je pense que ça c'est important et il faut trouver les joueurs qui partagent ce truc. Parce que, alors j'y réfléchissais, nous ça fait depuis le confinement qu'on joue tous les trois ensemble, depuis Tilea, donc ça fait 5 ans ou quelque chose comme ça. C'était début 2000, ouais, c'est ça, ouais, 5 ans peut-être. Ouais, Et ça doit être quelque chose comme ça, hein. Un petit peu plus de 4 ans. 4 ans et demi, je pense, parce que du coup, je crois que c'était début 2020 à Tilea. C'était genre. C'était Green qui m'avait pingé pour lancer ça, mais genre. Une semaine avant le Covid, un truc comme ça en fait. Donc c'était quoi? C'était un hasard total pour lancer ça pendant le confinement. je me rappelle, donc c'est la première partie où on participe tous les trois. Donc toi, Quentin, t'es en tant que maître du jeu et t'as un personnage pour certaines sessions, puisque vous êtes 2 maîtres du jeu à vous alterner, quoi. Ouais. Et donc Quentin, nous, on joue au jeu de rôle tous les deux depuis presque 25 ans, voilà, depuis le collège. Donc voilà, on a l'habitude de jouer ensemble. Oui, il y a pas mal de... Voilà. Il y a des périodes d'inactivité, mais on peut quand même compter les années, c'est assez objectif. Et par contre, Alexis, il n'y a pas de moment où je me rends compte qu'on joue ensemble. J'ai l'impression qu'il y a plein de micro-décisions qu'on prend, qui fait qu'on se lance sur des parties les unes après les autres ensemble, et puis au bout d'un moment, on se retrouve à être un groupe régulier. Mais j'ai pas de point déclencheur en fait. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Et comment toi tu vois ça, Quentin, aussi. C'est vrai que moi en plus j'arrive sur Tilea, vous êtes déjà lancé, vous avez déjà votre groupe et c'est par personne interposée qui me dit moi je dis je veux reprendre le jeu de rôle parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Un collègue qui me dit je viens d'attaquer une table, elle est trop bien et en plus tu pourrais t'intégrer facilement vu le format qui était proposé sur cette partie. Banco, ça enchaîne et de facto il y a une autre table qui se lance. Ouais, j'aimerais bien découvrir ça. Et de fil en aiguille, on arrive à se retrouver toutes les semaines pour faire une partie, voire 2. C'est plutôt naturel en fait, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de formalisation de se dire on fait un groupe et on joue toutes les semaines. Juste, c'est par la force des choses et de façon naturelle. Je pense qu'on aime bien jouer ensemble. On a un peu la même vision du JDR et puis voilà. C'est vrai que c'est pas forcément une décision consciente, c'est juste j'ai envie de jouer avec lui, j'ai envie de relancer une table, donc je l'invite et puis voilà. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait en fait. Tu viens de dire un truc super intéressant, Alexis. Du coup, je permets de prendre la Vas-y. tangente, quoi. Tu viens de dire on a la même vision du jeu de rôle et tout.
est-ce qu'on a la même vision au départ ou est-ce que j'ai l'impression qu'on construit des trucs quand même aussi au fur et à mesure de jouer, tu vois? Ouais, il y a un truc, c'est au-delà de la vision, on a la même implication. C'est, Mmh. on veut jouer ensemble, donc on se donne les moyens de le faire. Alors, la vie fait qu'il y a toujours les impondérables, mais notre créneau, il est calé. Peu importe ce qu'on va jouer, que ce soit du D&D, du Lady Blackbird, des samouraïs parcours le Japon féodal, il y a ce rendez-vous, il y a ce moment. En fait, peu importe le médium, il y a ce moment, et c'est ce que je disais, c'est peu importe la destination, il y a le trajet qui compte. Et on essaye de. Ouais, on construit, on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Là où on se sentirait plus à l'aise, là où on le sentirait moins. Donc, il y a une notion d'implication au-delà de vision qui est importante à mon sens. C'est une implication, c'est quoi? C'est en temps, en disponibilité, mentale, enfin, comment est-ce que tu enfin, implication, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je me Il demande y comment a, tu vois ça? il y a le temps, la temporalité, il y a la façon d'aborder partie et une façon de jouer. Euh, c'est un tout, je pense. Mais il y a déjà le créneau où on a tous connu des parties où les 2 premières séances et puis après, il y a un tel qui peut pas venir et après il y a un tel qui peut repas venir et la campagne, la mini-campagne, le scénario tombe à l'eau parce que, bah, les gens ne sont pas forcément en phase sur, ce qu'ils étaient prêts à fournir en temps, en Mmh. bande passante, Et quand les gens commencent ce jeu de rôle, il y en a beaucoup qui imaginent pas en fait l'investissement en temps que ça va demander. Souvent un gros frein en fait à se dire au début: «Ah bah oui, on va faire une partie de temps en temps» et puis au fait après tu te rends compte que la semaine prochaine tu pas de dispo ou un truc comme ça, ou c'est un tel qui a pas de dispo. Il y a une réflexion que je me faisais justement sur le temps, c'est que, par exemple, sur la partie en cours, là, Tomb of Annihilation, sur Donjons& et Dragons, mon implication en temps, moi, en tant que joueur, maintenant que cette campagne est lancée, elle est quasiment que sur le créneau du mercredi, quoi. J'y pense 1-2 fois dans la semaine, mais on n'a pas forcément grand-chose à faire. Peut-être préparer une montée de niveau et cetera de temps en temps. Mais cette implication en temps est somme toute, en tant que joueur en tout cas, assez minime. Je sais pas Alexis, comment tu le ressens? C'est quelque chose qui t'accompagne toute la semaine ou si c'est juste le mercredi soir ou? ben, va y avoir des flashs, hein, des choses, tu vas regarder une vidéo sur YouTube ou n'importe quoi, tu vois des jolis dinosaures ou un truc qui te fait marrer. Et ah ouais, ça serait bien que je le mette, mais c'est vrai que par rapport à d'autres parties qu'on a pu faire, il n'y a pas tellement d'interséance, il n'y a pas de. C'est d'ailleurs, je pense, la première partie où on est dans ce mood de se dire on va voir et on se met pas d'accord en méta sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on prend comme décision. Et parce qu'on a eu fait ça sur Tilea, il y avait beaucoup d'interjeux, il y avait beaucoup de projections sur les objectifs qu'on voulait. Et celle-là, c'est un peu différent. Donc, c'est vrai que par rapport à une partie de vampire qu'on fait à côté, ça me demande moins de préparation, moins de temps de cerveau et de me projeter sur la prochaine séance. Je sais que moi en tant que joueur, je suis pas spécialement fan de faire des choses en dehors des séances en fait. Donc en tant qu'MJ, je sais que je vous demanderai pas en fait, à part, avoir vos personnages prêts quand on commence, mais ça on peut le faire en début de séance. Du coup, je vous demande ou je m'invite pas des campagnes généralement où je demande, aux joueurs de faire des choses en dehors des séances. Et ça, Et c'est j'ai ma préférence personnelle à moi. Ouais, ouais, mais j'ai l'impression qu'on est aussi, que tous les joueurs sont aussi assez, intelligents par rapport à ça, quoi. Il y a assez peu souvent, besoin de faire des longs, récapitulatifs des sessions d'avant. Et voilà, on est tous un peu aussi, autonomes sur des trucs comme ça, non?
Oui, et puis je pense que le doc commun que vous avez, ça aide beaucoup. Se souvenir des choses, parce que rien que le fait de mettre les choses par écrit, déjà, c'est tu les intègres en fait. Il y a une je pense. certaine, il y a une certaine maturité de jeu aussi, je pense, qui fait que là, il y a eu une grande pause pour les vacances. Oui, ça patine peut-être pendant la première demi-heure, les premiers trois quarts d'heure, mais après on retrouve un rythme naturel assez organique en fait à notre groupe. C'est que on avance quoi qu'il arrive et il y a un tel qui se souvient de ce qui s'est passé à un moment, l'autre qui a peut-être des infos sur un autre moment qui l'a plus marqué. Et de fil en aiguille, on rattache les wagons et les morceaux entre eux et ça nous amène à continuer d'avancer de façon assez naturelle, assez organique. Il y a pas de... On n'est pas obligé de forcer le trait, quoi. Tu viens d'utiliser un terme très intéressant, tu as dit maturité de jeu. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme? Parce que ça, à la fois ça m'intrigue et à la fois j'ai l'impression que tu touches quelque chose, donc du coup... Alors, la maturité de jeu. C'est quoi? C'est un truc individuel? C'est collectif à la table? C'est... Je pense que c'est un peu des deux. Il y a la façon de jouer en tant que personne, de savoir te projeter. Il y a beaucoup d'empathie aussi, de te projeter dans ce que pourraient penser les autres. Et en même temps, il y a une maturité de groupe où je sais qu'avec les joueurs avec qui on joue régulièrement, il y a des joueurs qui vont être plutôt attentistes, qui vont pas prendre le lead facilement, il y en a d'autres qui vont le faire beaucoup plus facilement. Et du coup, ça permet une certaine intelligence collective de se dire, là, il faut qu'on remette un peu de rythme. Là, il faut qu'on laisse celui qui a le moins de facilité à s'exprimer, à prendre le lead, le remettre peut-être un peu plus en avant. Tu vois, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement pour que personne soit laissé sur la touche. Et ça, malheureusement ou heureusement, peu importe, mais ça vient avec la pratique, ça vient avec aussi la pratique différente de se dire, il y a un moment, je me mets en tant que MJ, je vois, il y a des questions de rythme, il y a des questions de temps de parole. Pour moi, la maturité en tant que joueur, c'est tout ça. Il y a des concepts qui sont pas juste j'arrive, j'ai ma feuille de perso et je lance des dés. Non, on est là aussi pour raconter une histoire qui est intéressante pour tout le monde. Que tout le monde trouve sa place et c'est très vague, hein, je le comprends, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans des joueurs qui font les deux côtés de l'écran et qui ont un peu de bagage derrière eux. J'avais lu qu'être MJT, ça te permettait d'être un meilleur joueur, et jouer, ça te permettait d'être un meilleur MJ. De voir les deux côtés de l'écran, comme tu dis. Je trouve ça intéressant. C'est rigolo parce que tu utilises maturité de jeu et pas expérience, tu vois, ou quelque chose qui traduirait un vécu. Tu fais une différence entre... est-ce que la maturité de jeu, c'est juste de l'expérience ou il y a aussi d'autres choses, tu vois? C'est pas que ça, parce que avoir de l'expérience, si on prend un exemple sur D&D, on a fait 10 ans de D&D, tu connais les sorts sur le bout des doigts, tu as de l'expérience, tu vas peut-être... Pour moi, ça veut pas dire être mature, parce que ça peut aussi amener un travers qui est un peu lié à ça, c'est tu vas manquer un peu d'empathie. S'il y a un nouveau joueur et toi que tu as 10 ans d'expérience sur D&D, ton approche du jeu est pas la même. Mais pour moi, la maturité, c'est vraiment essayer d'être cohérent dans ta façon de jouer avec les gens avec qui tu joues, parce que si t'as pas envie de jouer avec des gens, tu vas allumer ta console et tu joues à Baldur's Gate et voilà, t'es très content.
faire du jeu de rôle, c'est aussi se mettre en lumière avec des gens au service de ces joueurs, au service du MJ aussi. Donc, pour moi, être mature, c'est comprendre un peu ça, c'est comprendre qu'il y a une vraie dynamique de groupe, une vraie dynamique sociale là-dedans, et essayer d'améliorer cette dynamique. T'es d'accord avec ça, Quentin? J'ai l'impression qu'il y a 1000 il y a 1000 balles qui ont été lancées par Oui, Alexis. c'est un peu ça, ouais. Non, mais je te laisse prendre celle qui t'intéresse. Non, mais oui, mais c'est intéressant ce que tu dis en fait de l'expérience et pas la maturité. Déjà, tu vois, c'est le premier truc où je me suis dit, bah t'as raison en fait. Parce que tu peux avoir joué 10 000 parties en fait, mais si t'as joué toujours 10 000 fois la même partie, en fait, t'auras l'expérience de cette exactement même partie en fait, et t'auras pas une expérience vaste qui te permettra d'adapter à tous les joueurs en fait que tu pourrais rencontrer, tous les types de joueurs ou tous les types de parties, tous les types de jeux de rôle. Tu as en tête des joueurs qui ont, je sais pas, beaucoup d'expérience et peu de maturité par rapport à cette expérience, ou peut-être dans l'autre sens, des joueurs qui ont peu d'expérience et beaucoup de maturité, sans forcément lâcher de nom, mais est-ce que c'est des... Ouais, je pense que j'en ai quelques-uns en tête. Dans les deux sens en fait. Tu vois par exemple Brice avec qui on a joué. Tu vois, lui, c'était son premier jeu de rôle, et puis lui tout de suite il a eu aucun problème à s'adapter à tout ce qui se passait, quoi. Et c'était une table sur laquelle on était tous les trois. Oui. On peut peut-être parler de ça. Donc Brice, salut si tu nous écoutes, j'en sais rien. On sait jamais. Non, c'est effectivement un joueur qui avait très peu d'expérience et qui très rapidement a montré beaucoup de maturité, quand bien même il était super humble par rapport à ça. Moi, c'était aussi l'exemple que j'avais en tête, en fait, clairement, en te posant la question. Bon, on était raccord là-dessus. Mais oui, j'ai aussi des exemples dans les autres sens, mais lui, tu vois, je me suis dit tout de suite, tout de suite, il prend le prix, tout de suite, voilà, il peut adapter, il comprend en fait ce que c'est le jeu de rôle, quoi. Même si, comme tu disais, il était resté vachement humble en disant « Ah, j'ai pas votre expérience », mais au final, il s'en sortait vraiment super bien, quoi. Enfin, même plus que ça, il était moteur sur plein de choses. Ça, c'était un joueur à part entière, quoi, même niveau clos. Mais en même temps, il avait des piliers autour de lui, quoi. Je veux dire, vous étiez tous les deux joueurs sur... je pense, par exemple, à la table de Barromaze, vous étiez tous les deux joueurs sur cette même table. Guillaume, qui a aussi énormément d'expérience. Est-ce que son éducation a pas été facilitée, quoi? C'est atroce d'appeler ça une éducation. C'est lui qui nous a appris des choses, quoi. Je pense que ça aide d'avoir des joueurs qui ont l'habitude, notamment de jouer ensemble et qui ont une certaine dynamique, parce que tu peux plus facilement te fondre dans le moule, quoi. Tu vois ce qui marche pas, et t'y vas. Quand tu fais des parties avec des gens que tu connais pas et tout, il y a toujours pas cette appréhension, mais de se dire comment il va falloir que je joue, et comment, à mon sens, comment je peux faire briller tout le monde, parce que il y a vraiment ce sentiment, moi, quand je joue, j'ai envie que tout le monde s'éclate, et que ce soit le MJ, les autres joueurs, que ce soit moi, et ça passe par on vit un truc tous ensemble, c'est un moment où tout le monde a fait l'effort de se dire en 3 heures, je prends 4 heures de mon temps. Donc c'est important. Et si tu arrives à te mettre dans ce mood, et quand t'as l'habitude de le faire, hein, c'est exactement comme tes vieux potes que t'as pas vu depuis 3 ans, t'arrives, tu les revois, tu reparles comme si ça faisait 2 semaines que tu t'étais quitté. Et t'as un peu cette même idée dans le jeu de rôle, je trouve, où c'est plus facile de rentrer dans une discussion quand on roule bien, ou quand tout le monde se regarde en chien de faïence, c'est difficile. T'es d'accord avec ça, Quentin, où briller Enfin, où j'allais te couper, vas-y, t'étais peut-être parti dans une direction. Non, vas-y, plus. Enfin, moi, je rebondissais sur le terme faire briller les autres, tu vois,
penser au plaisir de tout de suite aussi. Faire payer les autres, ça c'est, on en parlait l'autre coup là, le play to lift. C'est pas forcément un truc que t'es obligé de faire en fait, mais je pense que c'est important quand même de prendre en compte les autres. Mais tout le monde joue pas comme ça, surtout pour les premières parties. Et tout le monde enfin, c'est pas forcément bien d'ailleurs que tout le monde joue comme ça. Mais par exemple, là, quand je faisais ma campagne de super-héros ici en local, avant le Covid, du coup, il y avait une personne qui est arrivée qui avait jamais fait du jeu de rôle avant. On a expliqué le concept, etc. Il a dit ah, c'est génial et tout. On est parti. Il a créé son personnage. Il a même créé plusieurs personnages tellement il était enthousiaste. Il est arrivé et sans jamais fait du jeu de rôle, en fait, il s'est lancé à fond dans le truc et il était parfaitement raccord avec tout ce qui se passait à la table, en fait. Juste parce que par passion, lui, il trouvait ça génial ce qui était en train de se passer, en fait. Et sans aucune expérience, tu vois, du jeu de rôle, de zéro. Et donc lui, il était. Ah, du coup, lui n'était pas du tout play to lift, en fait, dans Non, le sens il où était pas du il tout play to était. lift, oui. Mais il était. Lui, Vas-y. il était membre moteur par contre, tu vois. Du coup, il disait ah, on va faire ça, les autres étaient d'accord, les autres étaient pas d'accord. S'il y avait s'ils étaient pas d'accord, il se pliait à la description du groupe, mais il prenait pas forcément en compte les autres pour sa prise de décision, ni même pour essayer de faire briller les autres, mais du coup, ça marchait super bien dans la dynamique de la table en fait. Après, si tout le monde était comme ça à la table, ça aurait pas marché, quoi. Mais du coup, le fait que chacun ait des trucs complémentaires, en fait, ça marche, quoi. Chacun a un peu des personnalités complémentaires, type de joueurs complémentaires. T'es d'accord avec ça, Alexis, les types de joueurs complémentaires C'est assez marrant parce qu'à l'association là, on a fait une mini table ronde, un format que on essaie de mettre en place pour parler du jeu de rôle différemment avec des MJ, avec des joueurs quand t'as pas de table active, tu peux quand même avoir des discussions sur des sujets de fond. Et on a parlé des différents types de joueurs. Et c'est vrai que déjà, c'est un sujet à part entière. On pourrait parler des heures quoi, sur quels sont les types de joueurs. Est-ce que il y a des cases pour tout le monde ou pas? Mais c'est vrai que en fait, avoir un panachage à ta table, c'est vachement. En tant que maître du jeu, là, je me place en tant que maître du jeu, c'est vachement cool parce que t'as plein de possibilités. Si tout le monde réagit un peu différemment à une situation, sur comment tu vas l'amener, sur qu'est-ce que tu vas mettre en emphase, tu peux presque retourner une situation. S'il y a un combat qui se présente ou un piège, suivant à qui tu vas donner l'information, tu sais que ça va pas réagir pareil. Donc c'est vrai qu'avoir un panachage, c'est vraiment bien. Aussi, avoir des joueurs qui partagent un peu la même façon de jouer, ça te permet d'orienter ta table. Mais ça, c'est vraiment une question de MJ, de lecture des gens que tu as. Et voilà. Je vais faire un peu l'avocat du diable et en même temps, je vais recentrer sur notre groupe régulier du mercredi, là. J'ai l'impression, tu vois, on est quand même des personnes... on est tous des hommes blancs avec des barbes, tu vois, on est dans les mêmes fourchettes d'âge, on est quand même relativement similaires, on n'est pas du tout l'exemple d'un panachage de joueurs en vérité. Bah ouais, mais là tu parles uniquement, physiquement, tu vois. Après, mentalement, tout le monde a des personnalités différentes. Oui. Enfin, je voulais juste mettre en valeur que s'il y avait on était tous un espèce issus de contextes sociaux similaires et qu'on allait avoir tu vois, beaucoup de choses en commun aussi, quoi. Et pour le coup, on n'était pas très représentatif de panel de joueurs super divers. Parce que tu trouves qu'on joue différemment, toi, plutôt Quentin Pas tout le monde, mais non. Alors, par exemple, tu vois, toi et moi, on n'est pas le même type de joueur. Là, pour rebondir là-dessus. Ok. Pour revenir au type de joueur. Et pourtant, on est, comme tu dis, même contexte socio-économique de base, on se connaît depuis longtemps. Mais on n'est pas le même type de joueur, tu vois. D'accord, Toi, ça m'intéresse. Vas-y, si tu peux développer, parce que moi j'aurais dit justement qu'on était plutôt des joueurs similaires tous autour de la table, mais vas-y.
Non, parce que toi, du coup, t'es plus un joueur qui va regarder. Toi, t'es plus intéressé par le développement de la partie d'une manière générale. Toi, t'as envie que l'histoire globale, en fait, soit bonne. Et moi, je suis plus intéressé par par les développements des personnages, en fait, en eux-mêmes. Tu sais, type de joueur acteur, type de joueur storyteller, tu vois. Ouais, je vois bien. Je m'étais juste pas, Et- pas formulé le truc, tu vois, en y réfléchissant. Mais vas-y, non, c'est super intéressant. Donc du coup, on va avoir des approches légèrement différentes, mais après, on est quand même tous les deux des types axés sur le roleplay, d'une manière générale, et pas forcément sur l'optimisation des stats, tu vois. Alors que toi, j'ai joué avec des gens ici, enfin, en local, pareil, où c'est des potes, même pareil, même contexte socio-économique, pour revenir sur ce que tu voulais mettre l'accent. Ils ont, eux, par exemple, j'en ai un qui est optimisation à fond, en fait, il est là pour gagner, il est là pour optimiser tout ce qu'il fait. Et c'est pareil, c'est un type de joueur complètement différent, du coup. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'on a tous quand même la petite fibre d'optimisation, parce que nos 4 builds sont quand même assez bien, tu vois, assez bien travaillés. Ouais, mais pas en jeu. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, vous prenez pas vos décisions de campagne, par exemple, en fonction de qu'est-ce qui est le plus optimisé pour atteindre l'objectif de la campagne, en fait. Vous prenez vos décisions entre vous sur quel est, qu'est-ce que nos personnages feraient en fait dans cette situation-là. Vous n'allez pas vous allier à quelqu'un parce que vous pensez que c'est le mieux pour réaliser votre quête, quoi. Vous allez vous allier à quelqu'un parce que vous pensez que c'est ce que vos personnages feraient en fait, votre groupe. Alexis, c'est quoi ton avis, toi, sur l'optimisation versus la narration, ou je sais pas comment on appelle ça, fiction Déjà, c'est vrai que c'est assez marrant de se dire que sur la catégorie socio-professionnelle, on est 5 hommes travaillant plutôt dans la tech sur une tranche d'âge qui doit aller de 25 à 37 ans. Oui. Euh, mais parce que je pense que ça fait partie de la cible du jeu de rôle. Et c'est plutôt une coïncidence marrante qu'autre chose, parce que en local, moi, je joue avec des gens qui sont issus de partout, de tout âge, et voilà. Sur la question de la narration et l'optimisation, j'ai envie de dire cette campagne, elle est différente parce qu'on s'est dit dès le départ, on a un contrat social qui est différent, c'est qu'on va jouer des gens qui sont pas foncièrement bons. Et aussi, on va jouer des gens qui, à grosse adversité, ont une réponse d'optimisation un peu réfléchie. On se l'est dit, ça, on sait que ça va être une campagne qui est dure, donc on part sur des builds qui sont plus ou moins pas cheatés, mais qui marchent bien. Donc, alors que sur d'autres campagnes, on ne le jouait pas forcément comme ça. Donc c'est aussi sur cette campagne très précisément. On s'est dit, on joue autre chose. Et est-ce que ça va à tout le monde? Oui, bah allez, feu quoi. Et on a eu la réponse du MJ. Vous voulez jouer des builds qui sont OP? Moi, je vais jouer de façon OP aussi. Et c'est bien parce que c'est notre façon d'apprendre le jeu de rôle. C'est une facette parmi les nombreuses qu'il y a. Et c'est plutôt sympa de voir différents univers, différentes façons de jouer. Et voilà. Tu t'imaginais, toi, Quentin, que le jeu allait être de cette manière-là, au niveau justement des optimisations, des difficultés que tu construis en tant que maître du jeu? Alors moi je pensais que ça allait être plus dur, en vrai. Je vais être honnête. Vous roulez un peu sur tout le truc, mais c'est aussi, je pense que c'est parce que la dernière campagne officielle Donjon Dragon que j'avais fait jouer, c'était Curse of Strahd qui dure. Et quand j'ai joué celle-là, je me suis dit que ça allait être une difficulté un peu similaire, et au final, c'est
plus facile. À part évidemment si vous n'avez pas de chance sur les premiers niveaux, mais ça, les premiers niveaux Donjon Dragon, c'est purement OD, quoi. Il n'y a pas de réflexion à avoir. Critique de gobelin, t'es mort. Ce que je vois entre les deux, c'est que j'ai pas joué Curse of Strahd et je joue à Tomb of Annihilation. Donc, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Je sais pas. Je pense que c'est toi le mastermind, le maître tactique. Mais c'est vrai que on a joué aussi des campagnes qui étaient difficiles. Hein. Je pense à Baromei, c'était dur. La dernière que tu as fait jouer aussi, Quentin, sur Shadow of the Demon Lord, c'est ça? Ah oui, ouais. Là, la difficulté, du coup, c'était moi qui l'avais équilibré et je voulais que ce soit dur. Donc c'était des campagnes qui étaient costaudes hein, en termes de challenge et de réflexion à avoir. Donc, et pour le coup, on les a joués de façon pas du tout optimisée. Enfin voilà, Curse of Strahd, je me rappelle d'une auberge qui a flambé. C'était pas du tout une action optimisée. Et pourtant, on l'a joué jusqu'au bout et tout le monde était content de le faire. Curse of Strahd, tu veux dire Shadow of the Demon Shadow of the Demon Lord. Oui. Ah ouais, ça, je m'y attendais pas du tout à ce que... Parce que vous fassiez expulser de l'auberge. C'est pour prendre juste une petite tangente parce que t'es en train de parler de ça. Et puis j'y avais pensé un petit peu en préparant notre échange, quoi. Je me rends compte qu'on a tous, enfin en tout cas c'est mon point de vue, qu'on se fait tous des espèces de petites surprises à la table de jeu, quoi. Comment il y a un des personnages qui va faire une proposition assez forte qui va amener à une auberge qui brûle. Il y en a un autre qui va se mettre tout à coup à faire du PVP bien choisi. Ou alors on a un objet magique dont on va pas dévoiler tout ce qu'il fait tout de suite pour faire du plaisir de jeu aux autres joueurs plus tard. Et je me posais la question de comment est-ce qu'on était arrivé à faire des trucs comme ça. Je sais pas, Moi, je pense encore une fois que c'est la confiance qu'on a les uns en les autres. Du coup, parce que du coup, tu sais que tu fais confiance aux autres pour que s'ils te cachent une propriété de l'objet magique, c'est pas pour te trahir dans 2 séances en fait, en disant en fait, je t'ai bien eu, je travaille pour le méchant depuis le début. Et pareil pour l'auberge qui brûle, en fait, tu sais que si la personne va faire du n'importe quoi dans l'auberge, c'est parce qu'il y a une raison roleplay de le faire, et tu sais aussi que enfin, tu fais confiance au MJ pour que ce soit pas une fin de campagne non plus, tu vois, même si c'était votre base. Il y a, je pense aussi que le fait que on ait une table où on est tous joueurs et on est quasiment tous MJ à différents degrés de connaissances et d'habitude de le faire. Et on a tous compris que le jeu de rôle, c'est pas des joueurs et un maître du jeu de l'autre côté, c'est vraiment, on est tous joueurs et le maître du jeu aussi. Il joue avec ses règles à lui, avec ses armes à lui, mais plus tu lui donnes de grains à moudre, plus tu lui donnes d'accroches possibles, plus il pourra rebondir sur des situations qui se présenteront, plus il pourra enrichir son récit. Et ça passe par, on a confiance, voilà, comme le disait Quentin, on a confiance les uns envers les autres. Et on voit ça comme des opportunités de rattacher des branches à l'arbre qui est cette campagne et de le faire assez naturellement en disant, voilà, là, de façon roleplay, l'auberge, on va la mettre à sac parce que c'est ce qui doit arriver. C'est sûrement pas le meilleur move, mais juste ça va nous donner tellement de possibilités après, de faire repopper un PNJ que tu auras laissé fuir, de revenir en faisant ton mea culpa, en laissant un sac d'or ou en filant de ton temps pour la reconstruire. Enfin, voilà, c'est autant de choses qui peuvent être utilisées par le joueur, par d'autres joueurs et par le MJ, que
si c'est fait intelligemment, ça donne, à mon sens, que du bon. Et ça donne encore plus de profondeur. T'es plus un spectateur, t'es vraiment un acteur qui enrichit le truc. Et ça, je pense que même si t'as pas trop de bouteilles, en fait, c'est quelque chose que le MJ peut créer à sa table, en fait, en faisant une bonne session 0. Et on n'en a pas parlé, mais c'est un gros outil du MJ. Et nous, en fait, on a fait plusieurs sessions 0 ensemble, au point que il y a des choses qu'en fait, il devrait se dire à la session 0 qu'on refait pas. Et je pense notamment sur la trahison, où on n'en reparle pas toujours. Mais le fait qu'on sache que enfin, tout le monde joue dans le même camp, il n'y aura pas une mauvaise surprise, comme des fois tu peux lire des histoires d'horreur sur internet où les gens sont ah bah non, mais en fait j'ai plus envie de jouer mon personnage et puis il fait n'importe quoi. Et où il trahit, où il se rejoint le méchant au dernier moment. Et ça, on sait que c'est des choses qui arriveront pas à notre table en fait. Mais c'est des choses que même si t'es un joueur même joueur ou MJ débutant, tu peux assez facilement te mettre d'accord en fait en disant tout le monde bah voilà. On va jouer tous ensemble. S'il y en a un qui a envie de cramer l'auberge, bah du coup, faites-le de façon RP. Il faut que les autres le suivent et suivent évidemment si s'il fait pas n'importe quoi. Mais voilà, c'est se mettre d'accord sur ces choses dessus comme ça en fait. Et j'imagine le MJ il est pas tout seul à construire cette histoire de confiance. Là, tu donnes des outils pour le MJ, mais il y a En fait, sans je veux dire, vas-y. que quelque chose que le MJ devrait apporter, devrait amener à la session 0 en fait, tu vois. En fait, il construit pas tout seul évidemment, mais rien que le fait de poser la question. La session 0, c'est vraiment super important à partir du moment où tu veux faire une campagne sur le long terme, quoi. Ce qu'on n'a pas toujours fait et que, en fait, au final, à chaque fois qu'il y a un problème sur une campagne, je pense que c'était très souvent un problème de session 0, quoi. Il y a un truc qui est important, qui a été mis en place assez naturellement et qu'on fait avec joie. Et tu en as parlé sur les calendriers de l'avant, c'est le débrief, c'est prendre ce temps. De ne pas laisser pourrir une situation qu'on ne contrôle pas, où on ne se sent pas bien. Il peut y avoir des moments où tu n'as pas compris, tu poses des questions. Voilà, tu te dis, je l'aurais pas joué comme ça, je l'ai pas ressenti. C'était pas super agréable pour moi et pour ma façon de jouer. Et à chaque fois qu'il y a eu des petites questions comme ça s'est réglé à la fin de la session et on est reparti sur de bonnes bases. Donc il n'y a pas de situations qui peuvent dériver. C'est vrai. Il y a aussi un autre gros avantage du débrief, qui en fait ça crée genre, en fait le jeu de rôle c'est pas juste tu passes du temps ensemble à la table, c'est tu passes du temps aussi ensemble en dehors de la table et t'apprends à te connaître avec. Et ça c'est aussi très important je trouve pour bien jouer ensemble. Fait que du coup tu prends plaisir à jouer avec des gens que tu connais en fait et pas juste c'est quelqu'un que tu connais par intermédiaire de son personnage, c'est comme quelqu'un que tu connais en dehors du personnage aussi. Et donc tu peux voir comment il est. Je suis blasté par là où on en arrive dans la discussion, sachant que je démarre un petit peu. C'est le premier, c'est le premier enregistrement que je fais de cette forme-là. Je sais pas trop comment ça allait aller, etc. Et en fait, vous raccrochez magistralement tout un tas de wagons sans que je vous ai prévenu vers où allait cette interview en plus. Donc c'est très très drôle. Du coup, je vais prendre juste le temps d'expliquer, mais vas-y. Non, je disais, t'as trompé personne à partir du moment où t'as relancé la situation sur tout au début de la conversation, sur la campagne, comme quoi on était comme quoi tu lançais la conversation et qu'on discutait du podcast, quoi. Je sais pas comment tu appelais ça, Ouais. Alors. Je dis ça gentiment, je dis voilà. Bien sûr, bien sûr. Je juste essaye de pas perdre le fil de tout ce que vous venez de raccrocher. En fait, tu as mentionné le calendrier de l'Avent. Mon ambition cette année, c'est d'avoir un calendrier de l'Avent pour les joueurs, avec des outils qu'on donne pour les joueurs. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est joueur, quel outil on a devant nous pour faire qu'une table se passe bien, qu'une partie se passe bien, etc. Là, j'ai l'impression que vous venez de me donner énormément de choses, quoi. On a parlé de cette maturité de jeu, on a parlé de la confiance à la table, la session 0, comment est-ce qu'on construit tout ça, etc. Donc voilà, je me permets juste de dire que moi j'ai plus rien à faire, tu vois. C'est le matériau il est juste superbe, voilà, que vous venez de me fournir. C'est aussi
parce que parce qu'on joue beaucoup ensemble que ça marche bien. Ça, c'est le quand tu lances ce projet d'interview, si on avait été, enfin, moi je sais que de mon côté j'ai dit, il n'y a pas de souci pour m'appairer à qui tu veux. Je te laisse maître de ce choix et le fait qu'on soit appairé ensemble, bah, le fait qu'on se connaisse bien, qu'on joue beaucoup ensemble, fait aussi qu'on a cette discussion de façon très organique, très simple, comme si on était autour d'une table en train de prendre l'apéro et avec un bol de cacahuètes, quoi. C'est, pour moi, c'est, comme le disait Quentin, c'est au-delà de faire du jeu de rôle ensemble, c'est qu'on commence à se connaître en tant qu'humain, en tant que personne, et bah, ça facilite tout ça, tout cet échange et le fait que on sache pour le calendrier de l'avant que c'est peut-être un projet qu'on se porte volontaire pour tout ça, bah, sans se dire où est-ce que je vais, comment ça va être. C'est, ça reflète bien cette façon d'être, cette relation qui se noue, quoi. Ah, c'est vraiment trop beau, ça permet vraiment d'illustrer aussi le truc, tout ce dont on a parlé en fait pendant 1 heure, tout ça. Je suis vraiment très très content de là où on arrive et de comment on y arrive. J'avais prévu 1 million de questions que je vous ai pas posées, mais finalement tout s'est très bien goupillé. Je suis très content de la manière dont on y arrive. Peut-être pour boucler cette discussion, je pense qu'on est bientôt au bout d'1 heure d'enregistrement. Justement, c'est quoi les conseils de JDR là, à la lumière de tout ce qu'on vient de parler pendant 1 heure, c'est quoi les conseils de JDR qu'il faut donner aux joueurs? Peut-être un conseil qu'on donne pas assez, ou un aspect qu'on met jamais en lumière, ou et qui peut-être pourrait être réexploitable par n'importe qui pourrait le ramener à sa table. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous voyez? Compliqué comme ça de te dire un seul truc, quoi, mais parce qu'au final, c'est plein de micro-conseils, le jeu de rôle, tu vois. C'est genre plein de petites choses qui vont servir dans plein de petites situations différentes. Il y a des choses que tu as acquises par l'expérience, mais d'autres que ouais, tu peux apprendre. On va en dire juste une seule, mais je pense que pour moi, ce serait la session 0, et plus précisément se renseigner sur quels sont tous les points abordés à la session 0, parce qu'au final, c'est des points qui vont revenir forcément à des moments de la séance. Et qui englobe un peu tout en fait. Des nouveaux joueurs, nouveaux MJ, que tu te renseignes sur ce que c'est une session 0, quelles questions tu poses dedans. Du coup, tu vas avoir une sorte de checklist de choses importantes à garder à l'esprit avant de commencer, et qui vont peut-être te faire découvrir des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé en fait. Notamment par exemple faire un débrief ou des trucs comme ça. Et selon toi, on peut amener quelque chose aussi en tant que joueur? Enfin, je pose la question, j'ai déjà mon avis, je connais plus ou moins le tien, mais c'est session 0, tu dis, il y a la checklist, c'est quoi? C'est individuellement en tant que joueur de le faire, ou... En fait, rien que se renseigner, déjà c'est MJ, généralement c'est plutôt le MJ qui va apporter la checklist, mais peut-être que des joueurs peuvent se renseigner à côté aussi sur qu'est-ce que c'est une session 0, voir une checklist sur internet à plusieurs exemples, peut-être que tout le monde peut pas trouver la même chose, surtout si t'es débutant, et peut-être que des joueurs ont des points particuliers qu'ils ont envie d'aborder, que le MJ peut oublier de mettre en fait, ou n'a pas pensé tout simplement, et que du coup les joueurs peuvent aborder ce point-là en session 0 en disant moi j'ai envie qu'on rajoute une clause comme quoi on peut jamais se trahir, tu vois, par exemple, moi j'ai envie de rajouter telle clause sur telle chose en fait. Je reprends l'exemple de la trahison en fait pour rebondir un peu là-dessus, mais on a déjà parlé. La trahison c'est très clair, et puis c'est une question qui se pose d'expérience, voilà. Forcément dans une table, quoi. Mais il y a aussi quelques trucs moins évidents, par exemple, à quel point est-ce que le MJ va tricher. Ou on en a pas parlé, par exemple, la session 0 de notre campagne, mais je fais des micro-triches, mais par exemple, vous voyez que je fais toujours les géos clairs, je triche jamais là-dessus. Mais je fais des micro-triches sur d'autres trucs, tu vois. Et ça, par exemple, t'as des joueurs qui voudraient que le MJ ne triche jamais, ou que le MJ triche toujours si c'est bon pour la narration. Même si, à mon avis, c'est pas une bonne chose que le MJ puisse plaider, mais ça, c'est un autre débat.
Ouais, c'est un débat à part entière qu'on a eu aussi en, à côté la sauce et il y a vraiment deux écoles, j'ai l'impression là-dessus et ça mériterait des podcasts entiers sur à quel point le MJ doit s'arranger avec les dés, avec la fiction et avec les stats. Voilà. Par exemple, moi, je triche sur certains rencontres aléatoires où je tire des choses et je me dis, ah bah non, là, ça va pas parce qu'il est tard, on peut pas démarrer une scène de combat maintenant, ou à l'inverse, c'est parce que là, si ça va arriver maintenant, ça va être un peu trop tôt, des trucs comme ça, donc du coup, je retire un jet, tu vois, mais c'est. Enfin, pour moi, c'est pas de la grosse triche, mais peut-être qu'il y a certains joueurs qui voudraient que je joue à la table telle quelle. Je vois bien. T'as un conseil, toi, Alexis, pour pas rentrer dans le débat, sur est-ce qu'il faut piper les dés ou pas? Alors c'est très naïf comme approche parce que peut-être je suis un joueur avec moins d'années derrière moi, mais c'est très personnel. Donc, si j'avais un conseil à donner, ça serait n'oubliez pas que vous êtes là pour raconter une histoire. Même si vous êtes joueur, vous êtes des conteurs d'histoire. Et partez de ce principe que, quoi qu'il arrive, l'histoire, elle sera bonne si vous y mettez du vôtre. Quoi qu'il arrive sur les dés, quoi qu'il arrive dans l'adversité. Et concentrez-vous là-dessus. Alors, il y a plein de choses derrière. Hein. C'est écouter les autres. C'est rebondir sur... c'est aider le MJ dans sa narration. Si vous avez quelque chose qui est pertinent, je pense que ça sera pertinent pour lui aussi. Donc voilà, c'est raconter une histoire tous ensemble et vous serez forcément content de là où ça arrive. Et pour toi, le point d'entrée vers tous ces bons conseils, c'est se rappeler qu'on joue une histoire, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est on joue une histoire, on la raconte et on la crée tous ensemble. Et en fait, si tu gardes ça en tête, tous les autres conseils se relient à ça, mais c'est ça Pour toi, il y a un truc là-dessus, il y a un point, il y a Ouais, un nerf, il y a un... si tu te focalises là-dessus, en fait, tu peux pas créer d'histoire si t'écoutes pas ce que font les autres. Tu peux pas créer d'histoire si t'es pas moteur là-dedans. Si tu viens pour lancer des dés, tu vas pas créer de l'histoire, tu vas lancer des dés. Et alors je dis pas que c'est mal, et il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir là-dedans, c'est juste pas ma vision. Pour moi, là pour vivre un truc, et c'est pour moi la pierre angulaire de tout ça, et il y a plein de notions qui viennent se greffer là-dessus. Mais pour moi, c'est le leitmotiv qu'il y a derrière. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez tous les deux une dernière réaction, un dernier truc qui mérite d'être mentionné avant qu'on stoppe cet enregistrement? Non, pas spécialement, sinon c'était très cool. Bon, on peut... Vas-y, Alexis. Ouais, c'est vraiment dans la même veine, c'est nouveau, c'est la première fois que je me pliais à cet exercice. Je suis ravi de l'avoir fait, c'était une super expérience. Donc j'encourage tout le monde à se prêter à l'exercice, c'est super enrichissant.